Madame, Monsieur, bonsoir. La lutte contre la propagation du coronavirus au Cameroun, ça dure depuis bientôt un mois. Dans sa phase 2, la maladie semble plus présente à voir le nombre de cas positifs recensés, mais d'autres aspects doivent être impérativement pris en compte. Comment gérer par exemple la baisse d'activité, les enfants à la maison et que peuvent apporter les citoyens dans cette lutte contre la propagation du virus? Nous en parlons ce soir dans cette édition du débrief de l'actu avec Dr Magloire Ndogmo. Bonsoir docteur, vous êtes sociologue et vous êtes un habitué des plateaux de Canal 2 International. Bonsoir Aline et bonsoir Carole et bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs de Canal 2 International et merci pour l'invitation de ce soir. Docteur Charles Boni, délégué médical, merci à vous d'être venu partager votre expérience de solidarité envers le gouvernement sur ce plateau de Canal 2 International. Merci de m'accueillir. Le professeur Prévost Djanchou, épidémiologiste, pédiatre, est en direct de Montréal. Bonsoir professeur. Qui s'inscrit en droite ligne d'émission. Spectateurs et bonsoir mes co-panélistes, merci de me recevoir sur votre plateau. Vous qui avez pris plusieurs fois part à cette émission, on a plus de 832 cas. Aujourd'hui, on attend le dernier décompte du ministère de la Santé publique qui a décidé depuis un certain temps de ne plus vraiment présenter des cas positifs, mais plutôt des évolutions autour du nombre de personnes guéries, par exemple. Je voudrais votre commentaire sur ce changement de stratégie de communication du ministère de la Santé. C'est bénéfique pour le mental des gens qui écoutent? Oui, le son est très mauvais. Je pense que vous parliez de l'évolution actuelle du nombre de cas par rapport à ce qu'on avait un peu envisagé depuis la semaine dernière. On s'était parlé lundi de ce côté exponentiel et on voit qu'effectivement les chiffres rapportés concordent avec un peu ce qu'on avait prévu. Mais il est toutefois à signaler que c'est fort probable que beaucoup de cas ne sont pas identifiés, soit parce qu'ils n'ont pas été diagnostiqués avec un test de recherche de virus dans le nez et donc forcément pas identifiés dans les registres officiels. Il y a beaucoup de cas, par exemple, qui sont dans la nature, qui se traitent à la maison, peut-être par manque d'accès à des services hospitaliers et qui ont des diagnostics pas forcément faits par les tests nasaux, mais des diagnostics faits par d'autres modalités. Et c'est important à ce moment-là de se dire que ce chiffre de 900 cas et un peu plus est un chiffre très sous-estimé, malheureusement. Pour rester en ligne avec nous durant toute cette émission, Charles Boni, je parlais de l'orientation en termes de la présentation des statistiques sur l'évolution de cette maladie au Cameroun. Je voudrais bien, est-ce que ça vous rassure de savoir qu'il y a un peu plus de guéris ou alors qu'on ne vous présente plus systématiquement le nombre de cas positifs recensés le long de la journée? Je pense que c'est un choix à orientation, me semble, très sociologique de la communication. C'est désamorcer un peu le climat de psychose où beaucoup se trouvent. Et quand nous revenons sur un passé très récent, il me souvient que il y a quelques années, quand on commençait dans les années, je pense, 90, 91 précisément, avec le VIH-Sida, on sait ce que c'est. De brandir tout de suite une communication focus d'essai et ce que ça peut générer sur les comportements. On a eu totalement un comportement, des effets adverses par rapport à ce qu'on attendait, puisque les gens avaient tendance de dire de toute façon on va mourir et donc on baissait la garde. Il n'y avait plus d'espoir. Alors je pense que cette communication, cette approche peut participer de cette volonté de redonner espoir pour que les gens puissent intégrer les choix des mesures barrières, des précautions à prendre en se disant c'est encore possible de vivre. Docteur Magloire Ndogmo, est-ce qu'il n'y a pas un risque justement d'entendre des gens dire on nous cache les vraies réalités, on n'a pas les chiffres exacts et la suspicion aidant qu'on ne comprenne plus vraiment qu'est-ce qu'il y a à faire pour barrer la voie à cette pandémie au Cameroun? Bon, c'est vrai que la question de la théorie du complot, j'étais déjà revenu sur ce plateau, il y a toujours ces risques. Quel que soit le type de communication implémenté par le ministère de la Santé publique,
il y aura toujours cette possibilité. Et je crois quand même que la réorientation donnée à sa communication par le ministre de la Santé publique vient de ces critiques, notamment des réseaux sociaux qui estimaient que le ministre communiquait davantage sur le nombre de cas infectés, sur le drame que sur les possibilités de sortie, que sur les espoirs qui s'offraient. J'ai d'ailleurs des internautes sur la toile qui l'ont quasiment consacré ministre de la comptabilité nationale. Et moi, je crois que c'est suite à ces critiques qu'il y a eu cette réorientation. Et je crois que je ne vais pas revenir sur la piste ouverte par le monsieur Boni, qui parlait, n'est-ce pas, de la composante psychologique de la gestion de la crise. Parce que lorsque l'accent est mis sur la dimension dramaturgique de la crise, des personnes s'affolent, la psychose s'installe davantage. Or, le climat de psychose n'est pas nécessairement le climat approprié pour faire une gestion de la crise, même si on va relativiser cela, parce qu'il y a des personnes qui ne se mettent en ordre que lorsqu'ils sont ainsi interpellés. Vous savez, la communication, c'est quelque chose d'assez délicat, d'ailleurs, aux spécialistes du domaine. C'est-à-dire, tantôt, on peut dire, c'est vrai, lorsqu'on y réoriente comme il a fait, certaines personnes peuvent baisser la garde, tandis que d'autres prennent pour gagner un peu plus de sérénité. C'est un peu ça de la délicatesse. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il y a à nouveau des plaintes sur la nécessité de communiquer davantage sur la situation où on en est. Et je crois que là vient votre inquiétude, votre interrogation, c'est-à-dire le fait pour le gouvernement de ne plus communiquer davantage sur le nombre de cas. Est-ce que ça ne renforce pas davantage la théorie du complot selon laquelle l'État serait en train de procéder à une sorte de sous-estimation du nombre de cas? Et quoi qu'il en soit, on y est toujours. D'accord. Professeur Jean-Chou, peut-être partager l'expérience avec les autres pays. Il y a un fort débat sur le nombre de morts enregistrés au Cameroun. Certains estiment qu'ils ne sont pas tous déclarés. Est-ce qu'il y a un processus dans le cas d'espèce pour déclarer quelqu'un finalement mort de Covid-19 et d'être pris en compte par les statistiques officielles? Peut-être que je vais relancer l'appel. Maintenant un processus, il y a un fort débat sur le nombre de morts au Cameroun. Certains estiment que tous ne sont pas comptabilisés. Est-ce qu'il y a un processus pour la prise en compte des nombres de morts dans les statistiques officielles? Je voudrais que vous partagiez l'expérience des autres pays. Malheureusement, c'est très haché. Je vais me reconnecter, peut-être que ça va être plus facile. Je vais me reconnecter. Vous nous reveniez. Charles Boni, est-ce que vous avez entendu ces craintes des populations sur non, on ne nous dit pas tout, il y a eu beaucoup de cas de Covid, de morts de Covid-19 annoncés, y compris par des sociétés bien établies dans la place, et le nombre de morts ne varie pas. Est-ce que vous avez entendu cette suspicion-là? Oui, cette suspicion peut être fondée, peut être sincère, mais est-elle fondée? Je voudrais dire que si on regarde le cas d'un certain nombre de pays européens que je connais, on va se dire qu'il y a un système d'état civil qui est assez rapide, qui est assez fiable. C'est-à-dire que autant qu'on fait rapidement à intervalle peut-être de 48 heures, 112 heures sur le nombre de décès, sur le nombre de naissances, autant chez nous, il peut arriver que en dehors de des décès enregistrés dans les hôpitaux, et donc médicalement on peut objectiver qu'il s'agit de décès dus à coronavirus. Autant il peut arriver des décès qui ne sont pas parvenus aux autorités sanitaires, des personnes qui sont enterrées en toute ignorance. Cela dit, il me semble qu'il faille bien dans notre contexte faire aussi la part des choses. C'est-à-dire que quand on fait cette comptabilité, on devrait, je pense, tenir compte des causes de décès directs dus à corona, mais des causes de décès indirects dus à corona. Qui sont établies par un personnel médical aguerri. Enfin, oui, je le dis pourquoi. Je le dis parce que j'ai eu la chance d'être dans un groupe de bénévoles, de délégués médicaux pour appuyer le ministère de la Santé, où on est plus de 200, et on a reçu des appels. Et notre conviction aujourd'hui, c'est que vous avez des gens qui décèdent simplement à cause de la hantise que l'hôpital est devenu le lieu où on risque le plus de s'infecter. Et ils sont malades, ils restent à la maison. Exactement. Oui. Et la simple crainte
de se rendre à l'hôpital va donc contribuer à l'aggravation, à la détérioration de sa santé, voire à la mort. Ça, c'est des décès indirects dus à coronavirus. Et je pense que cela revient simplement un peu à la problématique dont vous énonciez tout à l'heure. Pourquoi on a dû reconsidérer la façon de communiquer, pourquoi le ministre a choisi cette approche où il faut redonner espoir. Quelque chose, sinon on va aller à Montréal. Ah, on va à Montréal, vous êtes de retour, professeur Djantou. Je voudrais parler avec vous cette fois-ci de cette association Santé Solidaire Diaspora qui a envoyé une correspondance au ministre de la Santé dans le cadre de la réponse camerounaise à la pandémie. C'est une contribution que vous avez, vous, médecins et spécialistes de la diaspora camerounaise, avez proposé au ministre. C'était quoi le contenu? Diaspora, c'est un groupe qui est tout jeune. On s'est créé il y a moins d'1 mois. Donc, j'avais lancé un appel à la diaspora camerounaise qui est dans le domaine de la santé de se réunir ensemble parce que on sait qu'on est nombreux dans différents et en plus, beaucoup sont dans différents... des médecins, ophtalmologues, dentistes. D'accord. Je voudrais qu'on s'arrête là-dessus déjà pour l'initiative, déjà pour partager avec vous, Charles Bonning, parce que vous avez une expérience similaire sur l'apport ou l'appui au gouvernement camerounais dans la lutte contre le Covid-19. C'est quoi exactement? Oui, dans le cadre de notre corporation, les délégués médicaux du Cameroun, nous avons eu plusieurs approches. Celle où je suis le plus impliqué, c'est celle de bénévoles délégués médicaux qui apportent un appui à l'implémentation de la stratégie du ministère de la Santé dans la sensibilisation contre la propagation de Covid-19. Et nous sommes environ 216 bénévoles, 216 délégués médicaux. Et les actions que nous menons, c'est essentiellement de reprendre les discours forts de campagne du ministère, de les adapter de façon plus personnalisée à des groupes spécifiques, en les traduisant par exemple en langue maternelle. Ce que nous avons fait, au début, il n'y avait qu'un seul numéro, le 1510 que nous connaissons. Nous aussi, on a été approchés par des familles et comme on avait la difficulté, nous avons mis à disposition nos numéros de téléphone personnels et accompagnés de ce que le ministère également a mis à notre disposition, un certain nombre d'outils scientifiques venant de l'OMS qui permettaient d'assurer du téléconseil. Donc nous sommes donc 216 téléconseillers qui sommes capables maintenant de dire un certain nombre de choses de façon pertinente, en phase avec le discours du ministère, voire d'orienter dans les centres de prise en charge lorsque cela s'avère nécessaire. Cela dit, c'est une posture de téléconseil, mais ce n'est pas une posture de consultant. D'accord. Magoulan Dogmo, c'est une contribution citoyenne, celle qui est attendue lorsqu'un pays comme le nôtre et le monde entier traverse une pandémie comme celle-là? Bien évidemment. Et avant de répondre à la question, je voudrais déjà préciser en ce qui concerne le soupçon de non-déclaration de tous les cas de décès, que l'État a une forme de souveraineté en matière de gestion des crises
comme celle-là, parce que nous sommes là quasiment dans le domaine de la santé publique qui relève essentiellement du ressort de l'État. Et puis je voudrais dire à des personnes qui ont en permanence une tendance à soupçonner l'État de cacher ci ou ça, que même s'il s'avérait nécessaire de cacher une information pour des questions d'efficacité de l'action publique, je ne vois pas où serait le problème. Ce qui n'est même pas le cas. Parce que lorsque vous voyez la dynamique de gestion de cette crise, quel est l'enjeu du fait pour l'État de ne pas divulguer des informations telles que des cas de personnes décédées? Quel est l'enjeu? D'ailleurs, voyons en quelque sorte la critique qui a porté sur la communication autour des cas d'infection. Des personnes estimaient que l'État en faisait trop, que l'État communiquait trop sur le nombre de cas et que ça finissait par créer une sorte de psychose. On est dans la logique trop peu, pas assez, comment des mêmes personnes, comment des personnes qui accusent de l'État d'être alarmiste peuvent accuser le même État de ne pas communiquer autour des cas de décès de peur de créer de la... Il y a des faits qui sont quand même compromettants pour ceux qui conduisent l'action publique. Charles Boni, il est arrivé que, notamment à la déclaration de la pandémie, il a fallu que certains médias insistent pour dire il y a un cas de coronavirus au Cameroun pour que par après le ministre de la Santé s'exprime. Est-ce que ça ne fait pas partie de la suspicion qui peut même ternir le discours global du gouvernement si les gens sentent qu'il n'y a pas de la clarté? D'accord. J'avoue que, puisqu'il s'agit d'une pandémie et que, effectivement, tout le monde peut être directement ou indirectement concerné. De toute façon, on est directement concerné. Oui. On peut penser de prime abord que tout le monde a droit au chapitre. Alors, c'est vrai. Mais je dis, à mon sens, il faut faire attention. Il y a une logique de participation plurielle qu'il ne faut pas comprendre avec la logique d'un débat démocratique dans une réalité comme celle-ci. Ce qui va compter, ce n'est pas ce que le plus grand nombre a dit. Chacun a droit à la parole, mais reste que nous sommes dans un domaine où même si on a droit à la parole, il faut savoir qu'il y a des spécialistes qui connaissent le domaine. On peut donner un avis, mais ce n'est pas parce que la majorité dit qu'il faut dire à ce moment ou ainsi de suite. Là, on est dans un débat pluriel. On n'est pas dans un débat démocratique. Donc, le coronavirus, à mon sens, ne devrait pas être géré avec l'option de ce que tel a dit, que tel a dit. Je veux, pour traduire de façon simple, voyez-vous, quand on dit à quelqu'un, si on dit quelqu'un est en train de se noyer, si nous sommes 100, chacun aura tendance à dire quelque chose. Mais comment on sauve la personne? Alors, il y a des préalables. Il faut savoir, est-ce que la personne se noie où? Est-ce que c'est dans une mare d'eau stable, dans une piscine? Est-ce que c'est dans un cours d'eau courant? Donc, on doit faire tout cet état des lieux. Si c'est dans une piscine, comment on fait? Est-ce qu'il y a un maître nageur qui est capable de... Sinon, chacun va vous dire, oh, sauvez-le, faites comme ça. Faites... Alors, il y a des préalables. Il y a des choses... Tout le monde peut parler de oui, il se noie, c'est mauvais, ainsi de suite. Mais comment on le sauve? Il faut aller prudemment. Il faut laisser... Et c'est ce que vous appelez la parole du gouvernement qui, elle, est prépondérante sur tout le reste, Magloire? Effectivement. Et en même temps, il faut savoir que nous sommes dans une situation de gestion de crise. Et la gestion de crise est une situation non qui... il faut avoir un style de management très sophistiqué pour pouvoir anticiper de manière efficace sur la gestion de la crise. Parce que la gestion de la crise, c'est que parfois on y va à tâtons. D'ailleurs, vous voyez, à l'heure actuelle, c'est la première puissance du monde qui est l'État le plus touché, l'État qui n'arrive pas à contrôler. Les autres États moins puissants que s'en sortent. Pourquoi? Parce que la crise a une telle envergure que tout le monde en vient à se perdre. Parce que les Américains n'arriveront pas à comprendre demain comment ils n'ont pas pu. Mais c'est juste que la situation, elle a été subie. Et puis, l'ampleur qu'a pris la crise va largement au-dessus des capacités, même des Américains. Il y en a qui ont dit que les Américains ne savent sauver le monde que dans des films. Et qu'actuellement, ils n'arrivent plus à rien faire. Même chez eux, ils n'arrivent pas à rien faire. Donc, ce que les gens doivent comprendre et concéder à l'État, c'est que l'État aussi, à un moment donné, peut être submergé par la situation. Et puis, parfois, il va à tâtons. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire autrement. Mais sauf le plus important, c'est que cette action de coordination qui est faite actuellement par le Premier ministre, en collaboration avec le ministère de la Santé publique, doit de temps en temps corriger les tirs, c'est-à-dire à partir des feedbacks que l'on reçoit, corriger les erreurs qui ont été faites. On ne peut faire qu'ainsi. Par exemple, l'hésitation de l'État à reconnaître qu'il y a un cas de coronavirus ou pas, relève essentiellement de la stratégie mise en place par le gouvernement. Donc, ce que je voudrais qu'on considère... D'aller jusqu'au bout d'un processus avant de déclarer quelqu'un mort ou pas. Bien sûr, effectivement. Et maintenant, pour revenir à votre question de tout à l'heure, je dirais que dans un processus de management participatif, ce qui est à la mode aujourd'hui, l'État ne peut pas être le seul
qui s'engagent dans la crise, surtout une crise d'une envergure telle que nous avons, qui touche presque toutes les catégories sociales et qu'on n'arrive pas à contrôler. Il est important que tous les corps sociaux puissent s'impliquer. Et je précise bien évidemment que même si tous les corps sociaux s'impliquent, l'action de coordination reste très importante. Donc, que les associations des Camerounais installés en Europe, l'association Santé Solidaire Diaspora, dans la diaspora, que ce soit les délégués médicaux, oui, que ce soit le corps des infirmiers non recrutés, que ce soit même des sociologues qui passent sur les plateaux de télévision, bref, tous doivent mettre la main à la pâte. Parce que ce n'est qu'à travers des actions collectives comme celle-ci qu'on peut s'en sortir. J'ai vu qu'il y en a qui ont fait davantage aussi. Les chefs traditionnels, les chefs de terre, les médias comme les vôtres, bref, tous mettent la main à la pâte pour qu'on puisse s'en sortir. Et moi, je crois que c'est ce qu'il faut faire à l'heure actuelle. D'accord. Charles Bonny, racontez-nous un peu, vous êtes allé spontanément voir le ministère de la Santé pour lui dire, écoutez, nous proposons, voilà comment nous proposons de participer à l'éradication de la pandémie. Comment est-ce que cela s'est passé? Oui, justement, nous sommes portés spontanément vers le ministère et j'avoue que quand nous sommes arrivés, d'ailleurs ils étaient un peu surpris en sachant qu'il n'y a pas de délégué médical dans le secteur public, on vient tous du secteur privé et ils ont favorablement accueilli l'initiative. D'ailleurs, la coordonnatrice actuelle qui est le responsable du centre des opérations d'urgence, elle a très rapidement senti l'objectivité de notre démarche, la pertinence, et nous a mis en contact avec un de ses collaborateurs qui a su le relais. Et rapidement, nous également, une fois que nous avons eu des outils, nous avons profité d'une partie de notre expertise de délégué médical au centre de la communication persuasive, mais du background qu'on a dans le domaine de la connaissance, dans certains aspects de la connaissance médicale et pharmaceutique, pour élaborer des stratégies, et lesquelles j'ai évoquées tout à l'heure. D'ailleurs, une des composantes de ces stratégies, c'est quoi? C'est traquer les fake news. C'est-à-dire que ce que nous faisons, c'est sur les réseaux sociaux, on essaye de faire un inventaire et sur la base d'un certain nombre de connaissances, et lorsque c'est nécessaire, demander avis auprès du ministère. Mais quand c'est trop évident, nous également, ce qu'on va faire, on va imposer simplement le logo fake news et nous également, on va se remettre simplement à redispatcher. C'est de ça qu'on a besoin maintenant, Magloire Dogmo, dans cette pandémie? Bien évidemment, parce que je crois que l'un des visages des réseaux sociaux que cette pandémie a mis à nu, ce sont les fake news. Je crois que ça a pris une ampleur, surtout que c'est une crise qui a alarmer le monde entier. Et c'est donc dans un tel environnement que se crée de la suspicion. Et il est important, dans un tel contexte, que l'on lutte contre ces fake news. Parce que tout se dit. On a vu par exemple dans le secteur de la consommation des médicaments, on a vu des potions qui se fabriquent à gauche à droite, parce que les Africains ont presque tout, ils ont presque tout bu. Et comme j'ai suivi, même je crois que c'est ce matin même, un nutritionniste disait sur le plateau de Canada International, il ne faut pas croire seulement que les produits que l'on mélange, comme du citron, du gingembre pour boire, il ne faut pas croire seulement que c'est du bio. Il y a un mélange de bio toxique qui peut nuire à la santé. Et je crois qu'il est important pour les corps. Il faut savoir quel produit mélanger avec lequel, pour quel objectif. Et ce qui fait qu'il est important que le communiqué soit signé. S'il y a même, par exemple, un procédé pharmaceutique, médicamenteux comme celui-là qui est mis en place, il faut qu'il soit signé par des personnes qui sont habilitées. Et je crois que le rôle qu'il joue est un rôle. Le rôle que les délégués médicaux jouent. C'est une association, c'est une organisation qui a l'intention de pérenniser, vous nous direz ça tout à l'heure. Non, c'est un mouvement qu'on a lancé pour la circonstance. Et actuellement, j'avoue qu'il y a un groupe qui intervient composante bénévole, sensibilisation, mais nous on a à certains niveaux hiérarchiques, je prends par exemple le groupe des patrons, notamment au niveau du le JIPAM, qui est le groupement interpatronal des agences de promotion des médicaments. Eux, ils ont choisi par exemple de faire des dons
au ministère, en masques et tous, quelques consommables qui peuvent être utilisés par les personnels de santé. Et je connais un groupe plus jeune encore, je crois que c'est l'ANVMC, qui est en train de mobiliser entre ses membres quelques fonds pour apporter un autre appui, soit c'est des gels, ainsi de suite et tout. Donc ça se fait parce que il faut dire que nous avons le privilège, en tant que délégué médical, de côtoyer presque au quotidien les milieux hospitaliers et particulièrement ces professionnels de santé. Donc nous savons pertinemment ce qu'en temps normal, ils vivent déjà comme charge de travail. Et en ce moment de crise, d'ailleurs, c'est pas du tout évident. D'ailleurs, nous avons fait une lettre ouverte pour leur dire, dans l'incapacité d'être à vos côtés, et une des actions que nous menons, donc c'est le soutien moral que vous avez, mais notre démarche participe de quoi? C'est que si on arrive effectivement par une contribution à freiner le nombre de patients atteints, cela va réduire la pression des malades sur les professionnels de santé et ce que nous appelons par exemple la pression de consulte à l'adresse, c'est-à-dire que le nombre de malades qu'on peut avoir devant un centre spécialisé, devant un médecin, va réduire et le médecin pourra avoir comme une bouffée d'oxygène pour mieux se réarmer pour la prise en charge des cas qu'il aura. Magloire, on a l'impression qu'il y a des aides qui sont acceptées et d'autres moins. Est-ce que lorsque vous observez dans une pandémie comme celle-ci, il faut être sélectif sur qui appuie en quoi? C'est vrai que si vous parlez des aides qui sont acceptées, d'autres le sont moins. Je l'ai dit tout à l'heure, l'État est l'acteur majeur de la scène. Et puis l'État est régulateur aussi des aides. Et je crois que c'est le même État qui peut analyser les aides et savoir quelle est l'aide qui est acceptable, surtout s'il y a un protocole d'aide qui est mis en place. S'il y a un protocole d'aide qui est mis en place, je crois qu'il est important que toutes les aides s'y conforment. D'accord. Et je pose la question parce que Prévost Jean-Chou, qu'on aura peut-être en ligne tout à l'heure, nous a dit que l'aide qu'ils ont proposée n'a pas toujours été... ils n'ont pas encore de réponse. Peut-être ça viendra. Mais la correspondance envoyée au ministre de la Santé n'a pas encore reçu de réponse. C'est des questions qui font aussi débat dans la prise en charge de cette pandémie. Oui, alors je ne vais peut-être pas réagir là comme délégué médical, mais c'est une démarche de prospective en réalité. Et le propre de la prospective, c'est quoi? C'est de pouvoir agir sur le présent à partir des futurs possibles. Alors, cela veut dire que quand on veut prendre une décision, il faut rentrer dans les logiques d'acteurs. Et dans ces logiques d'acteurs, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'il y a des enjeux sociaux, notre santé, l'école et tout. Il y a des enjeux économiques, il faut bien qu'on fonctionne, qu'on crée de la valeur. Mais il y a aussi, pas que ça, mais surtout, il y a aussi des enjeux politiques. Ce qui veut dire que, d'une part, pendant qu'on pense politique de santé dans ces circonstances, il y a la santé de la politique, qui est également une préoccupation chez les acteurs politiques, et il peut arriver qu'à quelques égards, en fonction du type de diagnostic que chacun pose de la santé de la politique, qu'on décide d'un certain nombre d'orientations. Cela dit, il faut reconnaître que quand il y a quelques balises, notamment sur le plan légal, à moins que la jurisprudence n'impose une autre démarche, forcément, il faut intégrer tout ça pour comprendre les différents acteurs autour de... D'accord. Dans les composantes de la prise en charge de cette pandémie, Magloire Ndongo, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des programmes, des projets directement adressés à des personnes comme des enfants qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés à la maison et qui ne savent pas toujours jusqu'à quand cela va durer? Vous êtes enseignant à l'université. Comment est-ce que vous entretenez vos étudiants dans cette attente? Je disais tout à l'heure, nous y sommes allés en quelque sorte à tâtons parce que je crois pas que les différents ministères d'enseignement, que ce soit celui de base, le ministère de l'enseignement secondaire ou l'enseignement supérieur, je ne pense pas qu'ils avaient envisagé un jour faire subitement du jour au lendemain les cours en ligne. Et donc, ce qui fait que nous y sommes retrouvés. C'est vrai que dans la vie, il faut reconnaître qu'il y a certains instituts du secteur privé qui avaient déjà mis en place les dispositifs de cours en ligne, mais pas moins d'autres instituts publics, d'autres universités publiques. Je crois par exemple l'université de Douala qui avait aussi déjà un système, c'est ça qui est en ligne. Et il faut donc reconnaître que nous y sommes entrés brusquement et nous y allons en quelque sorte à tâtons. Les cours, le ministère a donné, notamment le ministère de l'enseignement supérieur, a donné des instructions sur les cours en ligne. Et je crois que nous y allons pas à pas parce que c'est très difficile.
C'est très difficile pour qui? Pour les enseignants, pour les tout le monde. étudiants? C'est très difficile pour toute la communauté éducative. Aussi bien le parent qui doit débourser de l'argent pour financer la connexion, que l'étudiant qui doit se remuer les ménages pour comprendre comment ça fonctionne. Parce que tenez-vous tranquille jusqu'ici à la 3e semaine, il y a des gens qui ne sont toujours pas connectés, qui n'arrivent pas à vous rejoindre sur la plateforme numérique et qui posent toujours la question de savoir ça se passe comment, je ne comprends pas. J'ai appelé un délégué ce matin pour dire mais madame, je croyais qu'on avait cours tout à l'heure, je ne vois pas en ligne, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, mon téléphone n'accepte pas l'application là. Donc c'est un peu le point auquel on a fait. En même temps, l'offre technologique que notamment la connexion Internet n'est vraiment pas au rendez-vous parce que la connexion est de mauvaise qualité, que ce soit pour les appels audio, pour les appels vidéo, notamment pour les appels vidéo parce que les cours en ligne ont plus d'efficacité lorsque c'est à travers les appels vidéo. Oui. Il a été proposé, j'en ai d'ailleurs davantage fait la promotion, que les étudiants qui n'ont pas la capacité de se connecter, qui n'ont pas les moyens financiers nécessaires pour se connecter, utilisent au moins la connexion audio. Mais jusque-là, il n'en arrive pas parce que vous mettez à peu près 1 giga de connexion qui vous coûte à peu près 500 francs. Vous n'avez même pas fini un cours de 2 heures de temps avec la connexion vidéo. De temps en temps, c'est très perturbé. Et à côté de cela, il y a aussi la culture d'usage. C'est-à-dire des personnes trouvent un peu stressant. C'est facile de se lever chez eux le matin, prendre son sac, aller en salle de classe. C'est facile parce qu'on le fait depuis... que l'on vit depuis parce qu'on le fait depuis 10 ans. Mais lorsqu'il faut se connecter, mais vous voyez par exemple quelque chose que j'ai trouvé très remarquable. Vous arrivez dans un forum WhatsApp où habituellement on est connecté. Vous interpellez les étudiants pour qu'on migre tous vers la plateforme numérique qui est appropriée. Par exemple, la plateforme Zoom, qui est l'une des plateformes les plus utilisées par les institutions actuellement. Vous écrivez dedans, est-ce que vous êtes là, est-ce qu'on peut aller au cours? Personne ne répond. Pourquoi? À cause des formes de peur, de frustration, est-ce qu'on va s'en sortir, on n'arrive pas, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Et puis, subitement, j'ai trouvé ça quand même très remarquable. Vous y allez, vous voyez quelques personnes qui sont là. Ces personnes sont à la fois dans la plateforme numérique, dans la plateforme du cours. Mais ils sont en train d'échanger ailleurs aussi. Ils sont en train d'échanger. Il y a une forme de distraction, de dispersion des énergies. Voilà encore il une autre chose. Concentration. Il n'y a pas de concentration. Le fait que l'étudiant soit... Moi, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui sont en classe avec les bébés. Vous êtes en plein cours, un bébé qui pleure. Mais vous vous rendez compte que, madame, mettez votre connexion. Mais mettez activez votre vidéo. Elle active la vidéo, vous voyez qu'il porte un bébé à main. Puisqu'elle est à la maison. Oui, puisqu'elle est à la maison. Qu'il va bien falloir prendre soin de la famille en faisant les cours. Est-ce que c'est... Donc c'est très difficile. Et je crois pas qu'il y ait un seul institut qui actuellement a vraiment pu implémenter ce que ça marche normalement. Je voudrais bien votre avis là-dessus, Charles Bouni. Est-ce qu'il aurait fallu préparer les gens, les former à avoir ces cours en ligne avant de pouvoir s'y lancer, parce que ce que l'enseignant qui vit ça au quotidien décrit est assez grave et donne l'impression que finalement on perd du temps en disant on fait des cours en ligne alors que les étudiants ne sont vraiment pas en train d'avancer comme on le souhaitait pendant ces 3 semaines. Oui, Carole, je vais dire que en fait, si ça n'a pas été fait avant, c'est maintenant qu'il faut se préparer. C'est-à-dire au lieu de dire, à mon sens, au lieu de dire on y est, on est en train de faire les cours, déjà on est en train de pallier, pour que ça plaise à entendre. Moi je pense qu'il n'y a pas de mal à penser qu'on peut se dire, ok, on se donne une période probatoire de 6 mois pour tester ces approches. On met des unités pilotes, on essaye de tester et des unités représentatives. J'entends en milieu urbain, en milieu semi-urbain, en milieu rural. Mais là, on y est allé un peu en force parce que c'est la propagation du corona qui a obligé les pouvoirs publics à fermer les écoles, fermer les universités, renvoyer tout le monde à la maison et à implémenter les cours en ligne. Oui, justement. On n'a pas 6 mois, je veux dire, on n'a pas 6 mois pour le faire. Oui, mais la réalité est là, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit donner l'impression que, oui, on a déjà trouvé une solution alternative, conscient de ce que cette solution, en réalité, ne peut pas être fonctionnelle parce que les ressources ne sont pas disponibles, ok? Et se contenter de dire, oui, on l'a déjà, en sachant que dans la réalité, au moins, j'allais parler de minorité critique, j'ai des doutes s'il s'agit même de la minorité critique. J'ai l'impression plutôt que c'est même l'immense majorité des étudiants camerounais qui risqueraient d'être dans cette situation. C'est empirique, mais de grâce. Donc je pense que nous gagnerons, et à ma connaissance, quelqu'un averti du domaine, je ne vois pas qui en voudrait au gouvernement de saisir cette situation
pour adresser un problème actuel, mais qui peut être un problème de longue durée, de pouvoir trouver une solution réaliste, objective, adaptée à notre contexte. Magloire Ndongmo, vous avez pensé à adresser les problèmes tels que vous les présentez ici à la hiérarchie? L'adresser? Ces problèmes, c'est-à-dire Bon, que vrai, vous rencontrez, parce que oui. peut-être finalement, vaut mieux se dire, écoutez, on ne peut pas faire ces cours, on arrête, on attend, on profite du confinement total pour éradiquer la pandémie le plus tôt et puis on revient au cours, plutôt que de traîner sur la longueur et dire on est en train de faire des cours en ligne alors que les étudiants ne sont pas concentrés, n'ont pas de connexion, ont des soucis avec la technologie, donc finalement ne sont pas en train d'étudier comme le gouvernement l'a préconisé. C'est vrai, l'expérience est d'une imperfection, nul autre pareil. Mais je crois s'il fallait se prononcer, faut-il sortir ou non de la situation numéro où on est, je dirais qu'il faut sortir jamais. Parce que je ne pense pas qu'avec les cours en ligne, nous réussissons à atteindre 5% des cours présentiels. Je ne pense pas que s'il fallait évaluer, on atteindrait 5%. Parce que je vais dire, c'est la catastrophe totale. Hein, je vais dire moi-même en tant qu'enseignant, un enseignant qui d'ailleurs a précédé dans le domaine, parce que j'ai fait un colloque, j'ai fait le colloque de Toulouse sur le numérique, notamment les innovations dans l'enseignement supérieur, notamment dans le secteur privé et professionnel, où je disais quand même, à partir de la théorie de la socio-technique, il suffisait même pas seulement d'avoir l'outil technologique, mais aussi il fallait que l'outil technologique soit adapté à la culture, au management, au style de vie, au style d'enseignement. Et donc, c'est ce qui fait qu'au bout du compte, c'est un peu difficile. Nous y sommes allés tellement vite parce qu'on ne s'y attendait pas. On était obligés. Et aussi, un autre problème qui se pose, c'est qu'il y a en quelque sorte une sorte de déficit d'action publique, de coordination dans le secteur. Parce que je crois, à ma connaissance, qu'en dehors de la correspondance du MINSUP, instruisant de se tourner vers le numérique, en ce qui concerne les actions qui ont suivi pour savoir comment ça se passe, à quel niveau, où est-ce qu'on en est. C'est cette action de coordination qui fait un peu défaut. Et je crois même que il n'y a pas eu de suivi, évaluation d'une mesure mise en place ça le gros problème. Dès le début. C'est ça le gros problème. Et même ce problème de coordination ne se situe pas seulement à l'État, à l'État étatique, et se situe aussi à l'État même privé, c'est-à-dire dans le secteur au sein des instituts. Pourquoi? Parce que je vois dans les forats des étudiants qui se plaignent. J'ai appelé plusieurs fois, j'ai contacté plusieurs fois notre responsable, il n'a pas réagi jusqu'ici. Mais vous contactez le responsable pour savoir qu'est-ce qu'il a dit. Mais j'ai des étudiants, d'abord le responsable lui-même ne s'y connaît pas du tout, parce que si vous êtes responsable d'une filière, c'est à peine vous savez manipuler un ordinateur. Lorsque les étudiants vous contactent pour savoir, monsieur, j'ai fait comment pour me connecter, vraiment là vous ne pouvez pas dire grand chose. Et je crois que c'est le gros problème qu'on a actuellement. Donc on aurait dû aller à la formation numérique un peu plus tôt, même si l'économie numérique était devenue le cheval de bataille du gouvernement camerounais. On aurait dû y aller un peu plus tôt. Oui. Et je crois que la seule chose qu'il faut faire actuellement, c'est de pouvoir faire comme les autres pays. Je vois des pays qui envisagent déjà sortir du confinement, comme par exemple l'Espagne, c'est-à-dire, je crois qu'on va arriver là. Je crois quand même que si nous sommes passés à la seconde phase de la pandémie, je crois que les chiffres, les statistiques qu'on a eu la semaine dernière, c'est-à-dire on est passé, les grands gaps on a fait de 50, de 60, de 90, je crois actuellement c'est un peu plus stabilisé. Ce qui est un bon signe. Si les gens ne sont pas au quartier avec leur maladie en train de faire l'automédication, comme l'a dit le professeur Chamchou qui est de retour tout à l'heure, si les gens n'ont pas fait ça, je vais dire que si la chute de la courbe d'évolution de la crise ne relève davantage de la réalité empirique du terrain, je crois que c'est une bonne chose et qu'on peut ainsi contrôler et puis libérer des personnes que l'école puisse reprendre. Charles Bouni, je voudrais vous entendre sur une minute sur les propositions. Est-ce que repartir tout de suite, reprendre les classes maintenant, ce serait bénéfique pour vous dans le cas d'espèce face à tous ces échecs racontés au quotidien? Est-ce que c'est plausible pour vous? C'est envisageable dans le cas d'espèce? Alors, si je m'en tiens à la politique gouvernementale et sur un certain nombre de mesures que le Premier ministre vient de prendre, je vais dire que ça ne me semble pas évident, surtout qu'on appelle encore à rester chez soi au respect des très premières mesures. Donc, de ce côté-là. Alors, par contre, j'aurais pu faire des suggestions très humblement. Parce que, oui, allez-y, c'est pour ça que je vous pose la question. Je sais que vous avez des suggestions à faire. Oui, j'avoue que je serais tenté de penser que lorsque dans les 7 dernières mesures que le Premier ministre a énoncées, lorsqu'on parle des centres, de créer des centres de prise en charge des patients de Covid-19
19 au sein de régions, donc des chefs-lieux de région. Je serais tenté à penser, à moins que ce ne soit en première intention, de dire, au lieu de centre de prise en charge des patients, ce serait simplement centre de prise en charge. Parce que de mon point de vue, on aurait pu intégrer la dimension une prise en charge curative et une prise en charge préventive. Cela voudrait dire que dans ces centres-là, ceux qui sont malades, on pourrait créer dans ces centres des unités de prise en charge de ceux qui sont malades. Maintenant, ceux qui font la maladie. Maintenant, ceux qui sont positifs ou qui ont été en contact, ainsi de suite, on crée d'autres unités. En quarantaine, ainsi de suite. On va dire comme ça. Oui. Alors, mais il y aurait une autre possibilité, c'est les patients à risque. Les patients à risque, qui sont-ils? Or, quand on regarde très bien la pyramide des âges du Cameroun, ces gens-là ne représenteraient pas 10% de notre population. Ce qui veut dire que ces personnes à risque, en créant ces centres, on pourrait effectivement aménager des unités où ces personnes à risque sont suivies et permettre que les activités économiques moyennant un certain nombre de règles continuent, ainsi de suite. Mais je pense peut-être que le ministère, peut-être que le Premier ministère ou la présidence y a pensé et commence progressivement. Et que dans l'implémentation, on verra bien. Professeur Johnsou, bon retour avec nous en espérant que les dieux de la technique soient avec nous jusqu'à la fin. On parlait donc de votre association et de ses propositions. On va aller très vite. 2-3 propositions phares que vous avez faites au ministre de la Santé, s'il vous plaît. Donc, l'association qu'on a créée, en fait, ce consortium d'experts ou de différents domaines de la santé, a vraiment voulu axer les propositions sur les 3 domaines, les 3 dimensions. Il y a le côté avant la maladie, donc le côté prévention, qui est un des éléments majeurs dans le contrôle de l'endémie, de cette pandémie. Donc, les populations, les actes de prévention qui sont mis en place. On est vraiment content déjà que le port des masques qu'on avait suggéré avant même que cette proposition soit envoyée soit une application réelle, mais il faut qu'elle s'accompagne de mesures éducatives concrètes. On a vu encore tout récemment des vidéos de personnes qui vendent des masques avec un essayage. On n'essaie pas le masque comme un vêtement, le masque on l'achète, on ne l'essaie pas. Donc, dans ce document, on parle de comment aussi, c'est important en amont du diagnostic, de pouvoir permettre aux personnes de savoir quand identifier les symptômes. Tout à l'heure, mon collègue parlait du fait que j'avais mentionné que les chiffres seraient plus élevés et qu'il n'était pas trop d'accord. Je reviens sur ce point-là. Je suis vraiment désolé d'insister. Les chiffres qu'on a sont très en dessous parce que beaucoup de personnes se traitent dans le quartier, ne sont pas forcément identifiées dans les centres. À titre personnel, j'ai au moins une dizaine de personnes, des amis ou des personnes dans l'entourage de personnes que je connais qui ont eu le diagnostic, qui ont été traités, mais qui n'ont pas été identifiés, testés, parce que le système actuel, il semblerait qu'il y ait encore des petites défaillances pour répondre aux appels et pour avoir des places d'hospitalisation. Donc ça, c'est l'amont du diagnostic. Et pour ce qui est du traitement, on a aussi parlé dans ce document de suggestion de pouvoir mettre en place des filières de soins pour que le traitement soit encadré. Parce qu'on sait que les traitements qui existent actuellement, c'est un mélange qui peut être dangereux. Il y a une publication récente qui va paraître bientôt qui montre que l'association entre l'hydroxychloroquine et l'azithromycine donne quand même un degré important d'effets secondaires. Donc, la surveillance de ces traitements doit se faire de façon rigoureuse et c'est sûr que ça demande aussi d'avoir des moyens matériaux pour surveiller ces effets-là. Et dans ce volet-là, on parle aussi de la filière de soins parce qu'il y a, c'est pas tout rouge ou tout vert. Il y a les patients qui sont entre les deux et ces patients qui sont dans un contexte de suspicion, qui ne devraient pas attendre longtemps pour avoir leurs résultats, sont malheureusement susceptibles de contaminer d'autres personnes. Et dans ce contexte-là, on a aussi axé dans ce document sur le fait que c'est important de décentraliser les tests, utiliser la possibilité que les laboratoires privés ont une infrastructure déjà en place pour permettre de favoriser ces tests. On est encore actuellement dans des tests qui sont faits par les prélèvements de nez et de gorge. Les tests sanguins ne sont pas encore disponibles, même ici au Canada. Ils viendront, ils arriveront, mais c'est important que ces tests-là aient un rendu rapide.
On a vu des gens qui attendent jusqu'à 5-6 jours. Donc, la décentralisation des tests est vraiment majeure. Vous avez reçu une réponse du ministère de la Santé. Vous vous êtes assuré que votre courrier arrivait? Est-ce que vous avez eu un retour? Au ministre de la Santé par des personnes proches. J'ai personnellement contacté aussi le ministre de la Santé pour lui communiquer ces informations, mais on n'a pas eu encore de retour. On espère que cette semaine, ils vont rentrer en contact avec nous parce que ce qu'on veut, c'est contribuer à aider à faire que cette lutte-là soit collective et qu'on puisse apporter une aide. On sait que beaucoup de personnes sur le terrain font déjà du bon travail. Est-ce que vous avez l'impression que le ministre a besoin de votre aide, professeur Jantou? Qui ont émis des lignes directrices envers la prise en charge des enfants. Et on sait que notre consortium, de par sa diversité, est aussi apte à contribuer dans l'évaluation des projets, par exemple, de recherche qui seraient des projets avec des aspects éthiques. On a parlé dernièrement de la controverse. Et cette neutralité fait que notre groupe est vraiment disposé à aider. C'est ça le terme. Vous restez en ligne. Charles Boni, il a parlé de la question du traitement tout à l'heure. C'est une question qui vous intéresse au premier chef, puisque vous êtes délégué médical. On a beaucoup entendu et lu en termes de littérature sur l'hydrochloroquine et tout le reste de la guerre entre les groupes pharmaceutiques et de la nécessité pour le Cameroun de se trouver peut-être un traitement propre à lui. Qu'est-ce que vous dites à cela, vous qui donnez un coup de main dans la résolution la prise en charge et l'arrêt de la propagation de cette pandémie au Cameroun? Alors, je voudrais dire très modestement, au nom des délégués médicaux, que notre connaissance sur le plan des thérapeutiques demande de la prudence. Parlant par exemple de l'hydrochloroquine ou de la chloroquine, parce que c'est ce qui a été le plus discuté dans notre contexte, je pense qu'il faut s'en remettre aux professionnels. Je le dis parce que nous avons assisté, personnellement, j'ai reçu soit des amis, soit des membres de la famille, soit de quelques personnes qui savaient que j'étais délégué médical, des messages du genre « Où est-ce que je peux acheter la chloroquine ? Faites tout pour que j'ai de la chloroquine », et ainsi de suite, et mes confrères avec. Alors, je voudrais d'ailleurs dire que la chloroquine, certes, a été commercialisée au Cameroun, mais elle a été retirée du marché pour un certain nombre de raisons. Et à l'époque, effectivement, le positionnement était celui du traitement du paludisme. Actuellement, il y a ce que on va appeler dans le domaine le repositioning. Ça veut dire que il faut sortir, bien sûr, l'indication du paludisme et repositionner éventuellement la chloroquine dans l'indication de la prise en charge du Covid. Mais cela va demander que pour que le médicament soit disponible, qu'il y ait une certaine démarche. Et d'ailleurs, les données qu'on a actuellement, et je crois que le professeur Jean disait, on n'a pas encore suffisamment de recul. Parce qu'il y a une chose, sur le plan scientifique, il y a ce qu'on appelle les EBM, c'est-à-dire l'evidence-based medicine, c'est-à-dire c'est un avis d'un professionnel de la santé fondé sur son expérience professionnelle. Laquelle expérience peut ne pas découler d'une démarche scientifique rigoureuse, méthodologique. Il a cette possibilité-là. Donc, alors, professeur Jantou, on va amorcer la dernière partie de cette émission avec vous. Est-ce qu'il y a des inquiétudes à se faire, notamment sur la santé mentale des jeunes, des adultes, pendant cette période, on va dire, de restriction de mouvement, même si ce n'est pas très poussé au Cameroun? Est-ce qu'on ne devrait vraiment pas se préparer à gérer cet aspect de la crise? Mon copanéliste parlait justement du contexte actuel au Cameroun où la peur est un élément déterminant lorsque des personnes ont peur, par exemple, de se rendre à l'hôpital. Il y a la peur de l'inconnu de la maladie, puisqu'avant que les premières personnes malades n'apparaissent dans des chaînes de télé, il y avait encore cet imaginaire. Et puis finalement, il y a la peur et l'angoisse du lendemain parce que beaucoup de ces jeunes sont dans une situation où ils ne savent pas comment leur parcours scolaire ou pour ceux qui travaillent, comment ça va évoluer. Donc tout ça génère potentiellement des effets adverses qui sont actuellement importants de prendre en charge, d'anticiper parce que l'effet d'un gros stress pour le développement de l'humain ultérieur peut être un effet néfaste à plusieurs niveaux. Il y a le côté déjà psychologique avec l'anxiété qui va apparaître potentiellement. Il y a le côté physique avec tout ce qui est
syndromes métaboliques. On sait que, par exemple, le stress intense peut entraîner des survenues de manifestations comme hypertension ou des problèmes de métabolisme du sucre, diabète et autres. Donc, c'est important d'évaluer ça et c'est un peu ce qu'on fait, nous, ici, avec un projet qu'on a commencé. On a mis sur pied ce projet auprès des jeunes pour aider ces jeunes à traverser cette période qui reste encore incertaine dans la durée. Donc, c'est un projet qui est intéressant parce que ça leur donne un peu la parole. Ils sont très contents parce qu'ils s'attendaient à ça. On a vu dernièrement avec la question de la lutte climatique, les jeunes qui étaient au premier plan, ils ont fait des marches dans beaucoup de pays à travers le monde. Et dans ce contexte de pandémie, les jeunes se retrouvent dans une situation où ils sont des vecteurs, des véhicules de la maladie. On les a sortis des écoles, des universités. Ils ont le sentiment d'être un peu inutiles dans cette lutte. Ils sont à la maison et ils attendent sagement. Docteur Magloire Ndongmo, est-ce qu'on peut déjà, avec toutes ces informations, envisager de passer à une autre étape de la gestion de la pandémie? Vous parlez des difficultés à organiser des cours. Tout à l'heure, professeur Jean Chou parle de l'aspect mental et psychologique des uns et des autres. Est-ce que c'est la question est-ce que vous pensez que c'est vraiment adressé dans cette pandémie? C'est pris en compte? Et ça veut dire si la gestion de crise mise en place n'est pas très sophistiquée, elle va engendrer d'autres conséquences qu'on n'avait pas prévues. Il en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Et je crois qu'il faut aussi relever que c'est perceptible. Le sociologue le perçoit déjà, une sorte d'oppression que les gens subissent dans le confinement. D'ailleurs, le non-respect des normes éditées par le gouvernement relève aussi de là. Lorsqu'il y a des personnes qui sont dans la rue, qui sont assises dans les bars, ça relève effectivement de ce que chez eux, ils se sentent étouffés et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dehors. Donc ça relève pas, c'est vrai que j'ai théorisé davantage sur la délinquance civile sur ces plateaux, mais je crois que je voudrais relativiser un peu aussi pour dire que la délinquance civile est aussi beaucoup alimentée de ce que les gens refusent de mourir, les gens refusent de déprimer. Et c'est dans ce refus de dépression qu'ils en viennent à outrepasser les consignes qui ont été données. Et notamment, j'ai vu des jeunes aussi, j'ai communiqué davantage sur la toile en disant voilà des jeunes qu'on a envoyés pour se confiner, les voyez au quartier en train de jouer au petit goal. Et donc, vous voyez par exemple des jeunes qui auraient des petits goals à gauche, à droite, cela relève essentiellement de ce qu'ils n'arrivent pas, ils semblent étouffés chez eux. C'est pour ça qu'ils trouvent ces autres formes de vitalité. Et cela montre aussi que ils sont en quelque sorte abandonnés. C'est pour ça qu'il faut vraiment que le gouvernement puisse mettre un accent majeur sur cette dimension. Le suivi des jeunes. Sur ce suivi des jeunes. Mettre un accent majeur. Et je crois que vous avez bien fait de relever cet autre aspect qui devrait vraiment être urgemment pris en compte par le gouvernement. Il y a des personnes qui refusent d'aller à l'hôpital. Lorsqu'ils refusent d'aller à l'hôpital, est-ce qu'ils ont des suivis? Et à côté, il y a aussi d'autres personnes. Et c'est là où je donne raison au professeur. Il y a des personnes qui n'ont pas accès. D'ailleurs, des personnes, le 15-10, reçoit à peu près plus de 1000 coups de fil par jour. Et beaucoup, il est vrai que si vous avez 1500 coups de fil, il peut sonner tout le temps occupé. Bien sûr, il peut sonner tout le temps occupé, surtout si on n'a pas mis en place vraiment une véritable cellule de téléconseillers. Il peut sonner tout le temps occupé. Et c'est pour ça qu'on a vu dans les réseaux sociaux, je vois des blogueurs comme David Eboutou qui à tout moment sont en train de communiquer pour tel cas, qui sont on va terminer. Donc, il est important que l'on puisse penser à des personnes, par exemple des personnes qui n'ont pas, quelqu'un qui se dit, je suis peut-être infecté, mais je n'arrive pas à joindre les services de Covid. Alors, la personne est chez lui. Ça se passe comment? C'est des questions. Professeur Jantou, une conclusion pour vous aussi, s'il y avait des choses à retenir, notamment sur l'aspect de la prise en charge sur le plan sociologique des enfants et des adultes. Qu'est-ce que vous conseillerez au gouvernement camerounais? La prise en charge doit être anticipée. Donc, on parle de la difficulté déjà d'avoir des lignes d'écoute suffisamment disponibles, mais c'est important d'y penser parce qu'une ligne d'écoute psychologique, le confinement, c'est pas quelque chose de facile, rester 2 semaines, surtout pour les personnes qui vivent seules, les personnes qui parfois peuvent vivre dans un couple où il y a des violences conjugales. Donc cette ligne d'écoute pourrait être un plus à mettre sur pied dès maintenant. Et une des choses qui pourrait être aussi faite pour aider le 15-10, c'est de
utiliser les ressources peut-être qui sont actuellement disponibles mais ignorées. On sait que la plupart des étudiants en médecine sont au quartier parce qu'il n'y a plus d'école ou d'université. Pourquoi on ne mettrait pas sur place, par exemple, un système où on leur permet d'entrer sur le terrain en les formant avec des superviseurs et ils pourraient faire une espèce de screening parce qu'ils ont cette formation-là et ça donnerait un gros coup de pouce. Merci, professeur, d'avoir été avec nous en direct de Montréal. Le mot de fin vous revient. Vous qui avez fait du téléconseil et qui pouvez nous dire ce que ça apporte dans la gestion de cette pandémie en 30 secondes, Charles. Oui, en 30 secondes, permettez, je voudrais déjà dire tous nos encouragements au personnel de santé qui sont au front et à tous les personnels d'appui qui accompagnent. Je voudrais dire surtout, s'il vous plaît, ne paniquons pas. Le gouvernement, j'espère, est dans une approche plurielle. C'est une démarche pluridisciplinaire, même s'il faut reconnaître qu'au cœur du dispositif, c'est de la santé, c'est du médical, c'est du pharmaceutique. Soyez sereins, on a le Cameroun a la compétence, ça se fait. C'est sûr que nous viendrons à bout. La situation est grave, mais elle n'est pas désespérée. D'accord. Merci. Merci, Dr Magloire Ndongma. On vous retrouve ce soir sur Canal 2 International. Vous allez prolonger la discussion avec nos téléspectateurs. Charles Boni, merci d'être passé par ici. Professeur Prévost Jean-Chou, merci de toujours nous prêter votre expertise quand nous en avons besoin. Nous et nos téléspectateurs de Canal 2 International, je vous dis à bientôt. À bientôt à vous également, chers téléspectateurs. Et merci de rester en compagnie des programmes de Canal 2 International qui se poursuivent.